Casa Vostra. Ce qui est paradoxal, c'est que les trois marques qui cartonnent sont des marques indépendantes. C'est-à-dire que Rolex appartient à Rolex, Ouais. Patek appartient à la famille Stern, Ouais. et Audemars Piguet appartient à la famille. Ça appartient à la famille. Plus il y a quelques investisseurs, mais voilà, ça fait pas partie de groupe. Et bizarrement, toutes les marques comme le groupe Richemont, comme Panerai, Jaeger-LeCoultre, Roger Dubuis, toutes ces marques ne connaissent pas autant d'intérêt que ces trois marques qui sont indépendantes. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Greg, salut. Salut Greg, je suis ravi de te recevoir sur La Martingale. Salut Mathieu. Écoute, Greg Blumenfeld, donc... En retard. En retard. Ouais, bon, alors t'es à l'heure pour les gens qui nous écoutent, mais pour moi, ouais, t'es en retard, mais bon, en plus, c'est un peu le sujet du jour, quoi, tu vois. Malheureusement, ouais, c'est une pathologie, j'essaie de me soigner, mais c'est... Quand on vend des montres, Ça on est en retard, tu crois que ça y a une signification Je particulière? connais l'histoire du cordonnier, mais... Ouais. Tes montres sont à l'heure, pourtant. Alors les montres sont à l'heure, mais je suis toujours happé par un appel, un message d'une personne qui a besoin de moi dans l'urgence parce qu'il faut prendre une décision rapidement, et il me dit attends juste, j'achète ou pas, ou je vends ou pas. Voilà, ouais. juste vérifie cette photo et dis-moi si Ouais. le cadran il est bien, pas bien, et du coup ce qui doit, là où je lui dis je te rappelle dans 1 heure, 2 heures, ça dure un quart d'heure et puis un quart d'heure et puis voilà. On va parler d'un investissement assez exotique finalement, que moi j'adore. Je suis encore un amateur, comme presque dans tout ce que je fais dans La Martingale, d'ailleurs pas dans la vie heureusement. On va parler d'investir dans des montres. Alors j'ai fait de l'art, j'ai fait des bitcoins, j'ai fait voilà, il y a des univers comme les montres, les voitures que t'aimes bien aussi, je crois. Que je connais bien aussi. Qui me semble intéressant. On a souvent une tendance à voir la montre comme une dépense, un kiff. Alors c'est un kiff d'ailleurs, même quand on investit, mais on peut aussi le voir dans un certain contexte comme un investissement. C'est un peu l'idée du jour, mais je voudrais savoir lequel. On l'a fait, tu vois, sur l'art par exemple. On expliquait sur cet épisode que il fallait investir dans certaines typologies d'artistes, certains montants aussi, parce que si tu investis des trucs à 400 €, a priori, c'est pas vraiment gagner d'avance, ou alors Ce qui est pas valable pour les montres. Voilà. Ah d'accord, on va y venir. Et donc du coup, ouais, je voudrais voir un peu, en effet, tout ça. Comment on fait, dans quoi on rentre, quelle marque. Pour moi, il y a, on va dire, un grand trio. Peut-être un tout petit peu plus, mais après il y a quelques mondes d'experts, etc. Mais il y a la marque reine qui est Rolex, plus accessible, etc. C'est pour ça qu'ils ont la couronne d'ailleurs. Et voilà. Finalement. Il l'avait peut-être déjà avant quand même. Comme quoi ils étaient déjà en avance sur leur temps. C'est vrai. Il y a Patek derrière. Je regarde en même temps sur ton site, tu vois. Alors en effet, je vois beaucoup de Patek et de Rolex, en effet. Et enfin, on parle de... Pourquoi j'allais dire Audemars Piguet, mais je me trompe? Non, Audemars Piguet. Audemars Piguet, oui. Ouais, voilà, c'est un peu les trois univers. Alors, moi, je connais plus Rolex en l'occurrence, mais peut-être le plus accessible de tout cela, notamment en termes de prix, puisque voilà, c'est cher, mais ça reste cher pour des montres. Mais en termes de connaissances également. Ouais, c'est presque un produit mainstream en fait, mais voilà. Ce qui m'a frappé en fait, la première fois que j'ai réalisé ça sur l'investissement et les montres, c'est j'ai eu deux triggers qui ont changé un peu mon approche là-dessus. J'ai eu une Rolex à 30 ans, moi, donc j'ai battu la théorie de Jacques Séguéla, tu vois. Et puis j'ai fait un ou deux achats, ou deux ou trois trucs, achats-ventes d'ailleurs, j'en ai déjà vendu. Et je me souviens qu'en fait, à un moment, j'étais dans la photo dans mon premier business. Et je me souviens que les reporters de guerre,
Ça, c'est le premier trigger. Pendant très longtemps, le reporter Paris Match, photoreporter, etc., il partait toujours à l'étranger avec une Rolex. Pourquoi une Rolex? Parce que c'est la seule montre qui, dans le monde entier, si jamais un jour t'as une merde, ça a une valeur partout et on sait à peu près combien ça vaut. Donc normalement, que tu sois en Bolivie ou n'importe où au fin fond de la savane, on t'achètera pas une Rolex à 200 balles, quoi. Je vais te laisser, du coup, tu fais le podcast tout seul. Non. je vais non, je déconne. Non, mais c'est très bien parce que c'est c'est précisément ça. Donc ouais, c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est donc là, je me suis dit tiens, c'est marrant. Donc je voyais des reporters, etc. Et c'était pas des, tu vois, alors il y a eu un peu cette approche bling bling, Sarko, Seguela, machin. Si t'as pas ta Rolex, qui a transformé à mon goût un peu pas forcément bien l'image de la Rolex. Ça arrivait bien plus tardivement finalement, ouais. Et alors que pourtant, moi, il y avait un peu cette image de monde de baroudeur. Je voyais, tu vois, les Pepsi, les Submariner, etc., etc. C'était les montres de photographes dont tu parles. C'était souvent des Rolex GMT Master, des années 60, 70, avec la lunette bleue et rouge. Trop beau. La Pepsi. La Pepsi, ouais. Donc le nickname Pepsi et qui a 2 fuseaux horaires. Donc c'est souvent cette montre qui était la montre un peu cool avec le bracelet jubilé, avec les petits maillons. Porter les photographes très cool, parce que 2 fuseaux horaires, donc que tu sois à New York et t'as aussi le fuseau de Paris pour appeler, je sais pas, la maison d'édition pour leur dire voilà, j'ai un shoot très bien, enfin voilà. Et effectivement, c'était cette montre, la montre de photographe que tu vois souvent, reporter de guerre, la veste avec le Leica, etc. Enfin voilà, c'est un peu l'image. Donc moi, c'était un peu mon approche de la montre, à me dire, et si en plus ça a une valeur d'échange, finalement, c'est intéressant. Le deuxième point que j'ai eu là-dessus sur la Rolex, ça a été finalement au moment du krach boursier, Lehman Brothers, etc., des fin des années 2000, j'ai le souvenir qu'en Islande, où ça a été catastrophique pendant un moment, les Islandais, les particuliers, se ruaient dans les boutiques Rolex parce qu'ils savaient que s'ils achetaient des Rolex, ce serait une valeur refuge. Et là, tu te dis non mais c'est sérieux quoi. Donc là, tu vois, ça a un peu titillé mon truc. Et puis j'ai vu en effet que, en achetant des Rolex potentiellement même neuves à un prix de marché, quelques années après, tu pouvais les vendre d'occasion. Plus cher que ce que tu les avais payés neufs. Et là, du coup, tu te dis non mais c'est quand même complètement dingue. Donc voilà. Moi, ce que j'ai comme approche, je pourrais te raconter 2-3 petites choses après. Mais ce que j'aimerais savoir, du coup, c'est comment, pourquoi ces 3 marques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marques? Parce que moi, il y a d'autres marques que j'adore. Je t'ai parlé notamment de je sais pas, on a plusieurs clients nous, mais donc Moser, c'est des super belles montres, etc. Je t'ai parlé de Tag Heuer aussi sur des univers différents et je me dis voilà, comment je choisis au-delà du kiff, à quel prix j'achète, comment je vends, est-ce qu'il faut toujours une boîte, est-ce qu'il faut toujours voilà, donc on va aborder tout ça, mais avant tout ça, si tu veux bien, je te demande du coup de me dire pourquoi t'es legit là-dedans, non? Comment toi tu fais quoi? Moi je t'ai trouvé notamment sur Instagram, j'ai plein de mes potes qui te suivent, le guide des montres, t'as le site leguidesmontres.com, ça vient d'où, comment, Greg? C'est une longue histoire. J'ai toujours aimé les montres depuis tout petit. Après ma longue intro, tu peux te faire plaisir. Et attends, tu pourras m'arrêter parce que. Mais j'ai toujours aimé les montres depuis que je suis gamin. J'ai toujours vu mon père avec des Rolex GMT Master justement hors acier des années 70-80. Donc c'est une image un peu que t'as qui est un peu calquée dans mon esprit. J'ai toujours voulu refaire un peu ce qu'avait mon père, les objets qu'il a eu, parce que c'est des objets qui m'ont fasciné. Et je suis quelqu'un qui adore les objets, la bienfaction, mais ça peut être aussi bien, on en parlait tout à l'heure, des voitures. Donc j'adore les objets qui sont bien finis, qui ont une belle qualité de fabrication. Donc c'est d'une manière, dans un spectre très large, j'adore les beaux objets. Donc j'adore les belles choses, donc et qui ont de légitimité. Quand on parle de Rolex tout à l'heure, Rolex c'est hyper bien fini, il y a rien qui est laissé au hasard, les matériaux sont bien choisis. Ça vieillit bien, c'est donc faut le voir, hein, ça. Je veux dire, excuse-moi, du coup je te coupe déjà, mais moi j'ai visité les ateliers de Moser justement à Schaffhausen, près de Zurich. Quand tu vois que tu as 2 personnes à la main qui vont travailler 45 jours pour faire un mouvement juste sur la date qui te permet de sauter, de passer au 28 février tous les 4 ans.
tu dis ouais, enfin c'est la beauté de déjà l'ingénierie en amont pour pouvoir faire ce mouvement et l'artisanage, c'est pas la manufacture en aval pour le construire. C'est tellement c'est beau en fait. Ouais, tu vois, c'est une sorte d'intelligence humaine. Et en plus il y a un mélange de parce qu'il faut, c'est des mathématiques finalement tu vois des rouages qui sont une espèce d'engrenage qui sont tu mets un rouage là, enfin la construction d'un mouvement est quelque chose de mathématique avec des codes, c'est des trucs très, très précis. Et effectivement après ça c'est le cœur de la montre et ce que tu vois ça reste un bel objet que tu portes et que tu as 24 heures sur 24 qui te suit presque toute ta vie finalement. Alors c'est moins le cas maintenant parce qu'aujourd'hui les gens changent de montre, ils achètent une montre qu'ils la gardent 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Ils la revendent pour passer à autre chose, mais dans les années 30, 40, les gens qui avaient une montre à je sais pas 18, 20 ans, c'est des montres qui gardaient jusqu'à 80, 90 ans et puis ils la transmettaient. Oui. Alors, et elles sont faites pour durer 100 ans, 200 ans si tu les traites indéfiniment. Indéfiniment. Ouais. Indéfiniment. Et t'as pas la même caution d'usure qu'une voiture où qu'un iPad. Ouais, qu'un iPad. Je veux dire, c'est jamais démodé. C'est une montre. Globalement, tu dois faire une révision tous les 2, 3, 4, 5 ans. Mais je veux dire, à partir du moment où tu la poses dans un coffre, tu la reprends, tu la remontes et elle repart tout de suite. C'est quelque chose de magique quand même. La différence avec tous ces, justement, en effet, les produits électroniques, c'est vraiment ce côté presque perpétuel. Alors. Exactement. Ouais, c'est que tu vois, par exemple, Hublot a sorti une Big Bang qui est connectée. Alors c'est la montre, je sais pas combien ça vaut peut-être 2-3 000 euros. C'est à la page aujourd'hui parce que t'as toutes les apps, etc. T'as beaucoup de fonctionnalités. Mais je veux dire, dans un an, ils vont peut-être sortir la V2 et la montre qui est sortie en 2020, elle sera has-been et puis personne n'en voudra. Ouais, il y aura plus les mises à jour, ça marchera plus avec le smartphone. Alors dans 10 ans, elle sera inutilisable. Ouais. Alors qu'un chrono Rolex des années 40, voilà, tu l'as aujourd'hui, tu peux la porter tous les jours et en profiter encore plus qu'une voiture ancienne finalement. Et du coup, toi, pour arriver là-dedans, c'est juste de la passion depuis toujours et tu t'es mis à en acheter, à en vendre, à connaître des gens ou je sais pas, un diplôme de montre. Alors, quand je m'intéresse à un sujet, je deviens assez c'est un peu une pathologie, j'en parlais tout à l'heure, mais je m'intéresse vraiment dans les détails et les moindres détails d'un objet ou d'un truc qui m'intéresse. Quand je m'intéresse à une voiture, je regarde vraiment tout de A à Z pour vraiment bien connaître le sujet. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres, de façon vraiment intensive, presque obsessionnelle, dans les débuts des années 2000, j'ai acheté plein de bouquins. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le web parce que c'était un peu les prémices du web, donc t'avais pas autant d'informations qu'il y a aujourd'hui. Donc j'ai appris en touchant des montres, en les démontant, en achetant les outils pour les démonter, pour vérifier les mouvements, pour comparer avec ce que j'ai vu avant, en faisant des petites notes, en mettant voilà ça a été produit de telle date à telle date. Toute l'information qui aujourd'hui est très accessible de façon instantanée. Tu regardes sur Google, une référence et t'as tout de suite les réponses à tes questions. Mais j'ai fait tout le travail en amont et à une époque où les gens connaissaient moins les montres et c'était moins à la mode, j'ai eu, c'est marrant, j'ai quelques potes qui lors de dîner qui me disaient tiens, elle est sympa ta montre, tiens montre-la à Greg, il connaît bien. Et voilà, et puis la personne me disait c'est quoi comme modèle, tu peux m'en dire plus? Et je parlais un peu de ce modèle, voilà, les périodes de production, etc. Et ils m'ont dit putain, mais t'es un guide, toi, c'est pas possible. Et c'est devenu un peu un nickname, tu vois. Donc tu avais un job et tu faisais ça. Ouais, j'ai toujours fait plein de trucs qui m'ont plus ou moins intéressé. Et comme je suis un passionné, j'avais besoin de faire qu'il y ait un fil conducteur dans ce que je fais, qui soit vraiment la passion. Et de fil en aiguille, pour pas faire de jeu de mots, ça a été comme ça. Et j'ai un peu eu ce nickname de le guide des montres. Des potes qui me disent tiens, appelle Greg, c'est le guide des montres, il pourra t'aiguiller sur ça pour avant de l'acheter, demande-lui pour qui mette son cachet, qui vérifie que tout soit bon. Et ça s'est fait comme ça. Et à partir de début des années 2000, j'ai commencé à acheter des montres pour moi en parallèle avec un job que je changeais régulièrement parce que ça me plaisait jamais vraiment réellement. Et ça prenait tellement de place qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est intensifié. J'ai été collectionneur, j'ai acheté, revendu, j'en ai acheté pour moi les montres. Et puis j'ai conseillé beaucoup de mes potes réseau. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je revends principalement à des. C'est souvent pas une cooptation, mais c'est souvent des gens
réseau de potes qui me dit tiens, ils sont envoyés par un tel ou un tel. Dont Joe Star et Dominique Farrugia. Par exemple, ouais. qui était au passage j'étais, enfin, je suis 79, donc j'ai 41 aujourd'hui. Moi aussi. Et tu les fais pas. Hein. Ah, c'est simple. Et j'ai été bercé par les nuls, les inconnus, NTM, tu vois. Je dis souvent ça, c'est génération NTM. J'ai connu en le début des années 90 l'arrivée du rap, du hip-hop, etc. Et j'étais fan d'NTM, des nuls. Je connaissais tout par cœur, la Cité de la Peur, etc. Et effectivement, c'est marrant aujourd'hui de trouver des pièces à Dominique Farrugia qui aime les beaux chronos, etc. Et Didier, enfin Joe Star, qui est un très bon pote. On s'est encore vu cet été. Enfin, on est devenus proches. Et alors, si je reviens sur ta découverte, toi, alors bon, t'avais déjà moi c'était pas mon cas, un père qui était dedans, peut-être ta mère un peu aussi, mais comment, si moi j'y connais rien, mais ça m'intrigue, j'ai envie si t'as, je sais pas moi, mettons. Un jeune de 25 ans qui débarque, qui dit moi je voudrais m'acheter ma première montre. Alors moi, tu vois, mon approche c'est j'ai acheté ma première montre en l'occurrence 25 ans et qui est une belle montre que j'aime beaucoup, qui est pas une bonne affaire, mais en fait c'est pas une si mauvaise affaire. Mais on s'en fout en fait de ça finalement. T'as raison, c'est un peu comme dans l'art, elle me fait kiffer toujours, mais c'est la première chiffre rouge de Dior. Ouais. Et en fait je voyais que à la cote alors après, je sais pas entre la cote et la vente, le prix de vente ce qu'il y a, mais elle cote encore finalement pas si loin que ça du prix d'achat. Et je l'ai kiffé, je la kiffe toujours, elle est belle, elle est en bon état, c'est une belle pièce, je crois que c'est un mouvement Zénith dedans. Enfin, voilà. Ah oui, donc c'était l'aile Primero, donc c'était une belle pièce. Et je l'adore. Et donc du coup, voilà. En fait, c'était en quittant mon premier job. Et à chaque fois, c'est sur des changements de job, enfin des moments importants de ma vie, voilà, comme ça c'est des marqueurs du temps pour moi, tu vois. Je trouve que symboliquement c'est intéressant. Quand je les donnerai, moi je suis pas très je suis collectionneur entre guillemets, mais je les donnerai à mes enfants, je pense, plutôt que de les revendre. Ça m'est arrivé une fois. Et qu'est-ce que tu dis sur quoi faut aller? Mettons que j'ai 3 000 euros. Déjà t'as un bon discours parce que c'est principalement, il faut garder l'idée que c'est quand même une passion, ça reste un bel objet et un objet que tu portes tout le temps. Enfin, il faut que l'objet te plaise. Donc je vais te répondre un truc un peu con, mais il faut que déjà Tu vas faire comme ces gars dans l'art qui vont dire fais-toi plaisir. Mais ouais, parce que mais non, mais finalement, tu vois. Alors c'est vrai qu'on parle d'investissement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'agace, c'est quand t'achètes cette montre où tu vois, t'as des potes ou des gens autour de toi qui vont acheter une montre qui est en fait un bijou avec derrière un mouvement à quartz de je sais pas quel bijoutier que je vais pas citer et qui va coûter 4500 balles et quand il sort de la boutique il en vaut plus que 600, tu vois. Ouais, mais je vais te dire un truc, si la montre te plaît finalement, si tu prends du plaisir à la porter et qu'elle symbolise quelque chose pour toi. Il n'y a pas de règle absolue de il faut absolument acheter une Rolex, gens etc. Qui, quand t'achètes une voiture neuve et qu'elle perd 20%, je comprends pas, tu vois, et te dire en fait me faire éclater de 50% d'une voiture en 2 ans, j'y arrive pas, tu vois, je peux pas. C'est plus fort que moi, tu vois, et donc du coup voilà, moi c'est un peu ma question, on va dire, il y a probablement des gens qui nous écoutent qui font ça, mais tu vois. Alors, dans le cas précis où tu me dis, voilà, qu'est-ce que tu dis à une personne qui a 25 ans, qui veut acheter une belle montre, moi, je lui dis de faire le tour de l'ensemble de ce qui se fait sur la production horlogère et d'essayer. Tu vois, c'est comme une voiture. Parfois, t'as je fais souvent un parallèle avec les voitures, avec l'automobile. Mais la 911, qui est la meilleure voiture de sport au monde, ça reste c'est une excellente voiture, mais elle peut ne pas plaire à tout le monde. Aussi bien que, pareil qu'une Rolex. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer le poids, le côté acier, qui préfèrent une montre avec un bracelet cuir plus élégante, voilà. Donc après, il n'y a pas de vérité absolue. Quand on parle d'investissement, c'est encore un autre débat. Mais si, je sais pas, si à 25 ans, t'as acheté une Hublot qui n'est pas un bon investissement ou une Tag ou une Baume & Mercier, j'ai pas de problème à citer des marques, mais c'est pas des bons investissements. Mais si la montre te plaît et que tu prends du plaisir à la porter et qu'elle te rappelle et qu'il y a une symbolique derrière, moi j'ai aucun problème avec ça. Et donc ce que je conseille avec une personne de 25 ans, c'est de pas forcément suivre et d'écouter tout le monde, mais de se faire un propre avis et de se dire voilà, j'y vais tout seul, je vais essayer, parce que c'est toujours pareil, tu peux voir sur Instagram plein de photos et te dire ça j'adore, mais tu l'as pas ce poignet, tu dis finalement les proportions c'est pas ça.
Dans ces marques aussi, j'imagine que tu peux faire du second marché à des prix aussi. Bien sûr. Potentiellement, c'est peut-être une stratégie pour rentrer. Alors la question, c'est comment tu les achètes ces seconds marchés ou je sais pas, sur du Hublot, du Panerai, des choses comme ça. Alors quand on parle de second marché, justement pour ces marques-là, effectivement, tu as le prix retail, donc le prix en boutique. Moi, j'ai souvent tendance à dire que le vrai prix d'une montre, c'est le prix qui se retrouve au second marché. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décote dans la mesure où sur une montre de 2018, je veux dire, c'est pas parce qu'elle a 2 ans qu'elle a une décote, contrairement à une voiture où tu dis bah voilà, non, j'ai trouvé une modèle de 2019. Kilomètres. Ça, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est d'avoir la montre dans un bon état, avoir le maximum de documents si possible. Alors c'est ça. La facture, la boîte. La facture d'achat, c'est top. Le ticket de carte bleue, c'est un détail, mais c'est un truc qui intéresse les gens, les collectionneurs, d'avoir le certificat de garantie. Le ticket de carte bleue, ça je savais vraiment pas. Ouais, j'ai eu récemment une Rolex, une Oyster Perpetual Datejust, une Oyster Perpetual Date de 97. Je l'ai acheté à une nana qui l'a acheté à Zurich neuve chez Wempe. Et qu'il a acheté, elle a tout gardé. C'est-à-dire qu'elle a gardé la boîte, la surboîte, le calendrier que Rolex donne à l'époque, le ticket de carte bleue avec écrit 2700 €. Ouais, ça raconte, c'est marrant, tu vois. Il y a 2700 francs suisses, probablement. Non, c'était euros. Alors, attends, non, c'était peut-être en Allemagne, alors. Je dis peut-être une connerie. C'était en Allemagne. Donc, elle a acheté, oui, c'était en Allemagne. Et elle a acheté 2700 €. Aujourd'hui, ça vaut, 3500, 4000. Donc c'était en 97, 98. Il n'y avait pas les euros en 97, 98. Alors attends. Pointilleux, ah ouais, non, attends. Non, je te dis une connerie, c'est 2007. C'est 2007, okay. Voilà. C'est 2007. C'était une 34 mm, acier sur acier. Et j'ai vendu tellement de montres que parfois j'ai des petits bugs. Tu débloques. Et ok. Et donc du coup, comment ça se trouve Alors oui, pardon. Pour finir sur le marché gris, effectivement, sur des sites comme une marketplace comme Chrono24, qui est la marketplace internationale dans les montres, tu as le vrai prix des montres qui ont pas forcément la cote que peuvent avoir les Rolex, les Patek et les Audemars. Donc effectivement, tu peux retrouver des montres qui sont sur des prix retail un certain prix et de pouvoir l'acheter 30, 40, 50, 60% de moins que le prix affiché en boutique. Et elles passent par des mains d'un expert, elles sont certifiées à un moment, ces montres? C'est souvent des marchands qui les vendent. Après, quand on a des marchands qui ont pignon sur rue, qui sont connus, qui existent depuis 10, 15 ans, il y a... Pas de stress. Ouais, il faut toujours être vigilant et quand on achète, il faut être sûr de ce qu'on fait. Voilà, il faut être quand même bien guidé. Les Américains appellent ça des advisors, tu vois. Ils aiment bien avoir leur advisor qui leur dit voilà, ça je t'envoie, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Ouais, comme moi j'ai Olivine là dans le 17e, marchand, tu dois le connaître un peu. Ouais. Pas ton pote. Si, mais je travaille pas avec lui, mais on a une façon différente de travailler. Mais lui il fait que des Rolex, c'est le genre de mec qui te advise en effet un peu. Bon après il prend son cut, mais c'est c'est un marchand, donc c'est le marché. Et il y a aussi des sites, comment ça s'appelle, ils ont une boutique pas loin du Bon Marché où qui te vendent des montres en seconde main, souvent un peu révisées, etc. Ça te parle ça? Ouais, Collector Square. Ouais, ce genre de choses. Ouais. Alors là, par exemple, typiquement, quand t'achètes une montre là-dessus, bon, s'il y a la boîte et le certificat, c'est très bien. S'il y a pas, mais que te font un certificat de seconde main, ça. Il y a pas de certificat de seconde main. Donc en fait, t'as les papiers ou tu les as pas. Sur une Rolex notamment, ce qui est pas le cas sur Patek et Audemars Piguet, dans la mesure où si t'as pas le certificat d'origine sur une Audemars Piguet ou sur une Royal Oak ou sur une Patek, tu peux aller dans la boutique Place Vendôme et tu leur dis voilà, j'ai cette montre, est-ce que vous pouvez me faire un extrait d'archive ou un extrait de registre pour l'une ou l'autre marque? Et dans ce cas-là, ils te sortent un papier avec les numéros de série, le numéro de mouvement, numéro de boîte, la date. Chez Patek et Audemars Piguet. Mais pas chez Rolex. Et pas chez Rolex. Et du coup, on peut se dire, tu vois, à un moment, ils vont faire, je sais pas, un truc dans la blockchain ou un truc comme ça pour certifier tes montres, etc. Ils ont peut-être pas intérêt. Il y a quelques sites comme ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de montres que c'est pas encore hyper efficace. Donc, dans l'absolu, il faut acheter une montre avec soit les papiers d'origine, ce qui n'inclut pas le fait que la montre soit volée. Elle peut être volée dans un coffre avec les papiers d'origine. Mais c'est toujours c'est toujours un plus d'avoir les papiers d'origine et le prix s'en ressent sur le prix final.
ou alors tu l'achètes à un marchand qui te fait une facture de vente, qui te permet de dire voilà, j'ai acheté à telle personne, les numéros sont bien comme ça, et de pouvoir prouver ta bonne foi si jamais il y a un problème un jour. Ah, c'est pour prouver la bonne foi, c'est pas pour c'est pour si jamais il y a un problème, tu vois, au moins le numéro de série de la montre qui est gravé sur la boîte, ainsi que le numéro du mouvement, au moins c'est répertorié quelque part. Si la montre ne sort pas de nulle part, si un jour tu dis voilà, où est-ce que vous avez acheté cette montre, c'est important d'avoir des documents pour prouver l'appartenance, le prouver que c'est en ta possession et que. Ok, donc j'ai acheté, on va monter un peu dans les gammes, tu vois, j'ai acheté ma première montre. Une Panerai sur le second marché, je suis content, elle est belle, etc. Oui, une Hublot, voilà. Elle est belle aussi, non? Elle est belle aussi, ouais. une tag, voilà, fantastique. J'en ai une aussi que j'adore, un peu vintage. Je grandis un peu, j'ai 5-6 000 euros, je veux commencer à investir un peu là. Généralement, c'est là où tu vas aller taper dans du Rolex potentiellement, ou les autres, tu peux en trouver aussi chez. Alors là, je parle d'investissement plus, tu vois. Ouais. Alors, quand t'achètes une Rolex, alors il y a deux choses en fait. Parce que, pardon, si je dis ça, c'est Patek et Audemars, c'est quand même, on part beaucoup plus fort dans les tours, ou tu peux en trouver? Alors de moins en moins, parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que le marché évolue. Pour comparer avec le marché de l'art, le marché de la montre, c'est un marché qui est relativement jeune et très récent. Tu vois, il y a encore, c'est un marché qui a débuté dans les années 80, 90. Avant ça, il n'y avait pas de marché de seconde main. C'est-à-dire que les gens n'achetaient pas une montre de seconde main. Au même titre que dans les années 50, t'achetais pas une voiture d'occasion. Les concessionnaires ne vendaient que des voitures neuves. Ouais, okay. Voilà. Donc c'est un marché qui est relativement jeune, qui a, on va dire 40 ans. Et donc les choses évoluent et les prix, il y a eu une croissance assez impressionnante sur des modèles comme des Rolex, etc., qui valaient je sais pas, des Daytona qui à l'époque valaient 5 000 francs dans les années 70, qui en valent aujourd'hui 400 000, tu vois. Alors là c'est le grand écart, je te parle en l'occurrence d'une Daytona des années 60 avec un mouvement Paul Newman, enfin avec un cadran Paul Newman, la montre que portait Paul Newman, qui a fait le record mondial, qui a fait 18 millions d'euros ou 18 millions de dollars, parce que c'était la montre de Paul Newman qui était gravée au dos Please Drive Slowly, qui était offerte par sa femme. Donc voilà, là c'est un peu l'exception, mais une Daytona Paul Newman aujourd'hui, ça peut valoir entre 180 et 700, 800 000 euros. D'accord. Voire 1,5 million pour un modèle en or, cadran JPS, etc. Enfin après il y a plein de spécificités et c'est un peu long de résumer ça comme ça. Tu me posais quoi comme question déjà? Je voulais savoir du coup sur quoi je rentre si en effet je suis dans un investissement qui commence à être conséquent. Voilà, ouais. Alors effectivement sur un budget de 5-6 000 euros, c'est là-dessus je te dis ça, c'est qu'en fait le marché évolue tellement qu'il y a 5 ans il y a 10 ans tu peux avoir une très belle Royal Oak à 5 000 euros. Aujourd'hui t'as plus rien à 5 000 euros. Ou alors c'est un modèle Royal Oak mais qui va être en 28 mm, un modèle femme tout fin qu'un homme peut pas porter. Donc étant donné que Rolex, Patek, Audemars et Patek Philippe, il y a des productions qui sont beaucoup moins importantes que Rolex. Pour donner un ordre d'idée, Rolex, Audemars Piguet, et Patek font à peu près la même production annuelle qui doit être moins de 100 000, hein, c'est ça? Ouais, c'est entre 30 000 pièces et 70 000. Okay. Parce que ça évolue en fonction des années. Enfin, Rolex, c'est, on dit que c'est entre 800 000 et 1 200 000 montres produites par an. D'un million, ouais, voilà. peut-être. Et on sait pas, hein, c'est pas un chiffre qui est public, tout ça. Et on sait rien de chez Rolex. Sachant que c'est une fondation. On n'a aucune information quant au chiffre d'affaires, quant aux marges, enfin, c'est vraiment très opaque. Rolex d'ailleurs a beaucoup d'immobilier, il gagne beaucoup d'argent avec de l'immobilier, avec les matières premières, avec l'or, avec les diamants qu'ils achètent pour les montres, mais c'est aussi une place de trade qu'ils font. Et c'est une marque qui passionne parce qu'elle est partie d'une seule personne qui avait personne à qui transmettre, qui a perdu sa femme et qui a pas d'enfant, Hans Wilsdorf, donc le fondateur de Rolex, et qui a décidé de créer une fondation. Donc la fondation Hans Wilsdorf qui appartient à Rolex, enfin dont Rolex et Tudor. Donc c'est quelque chose de très de presque mystique et qui intéresse et fascine beaucoup de personnes. Ah oui, Tudor en effet appartient à Rolex. Voilà, c'est un peu le second vin. Ouais. Tudor qui est alors là par exemple, tu me parles de ça, Tudor c'est un excellent rapport qualité-prix aujourd'hui. T'achètes une Tudor Black Bay à 3-4 000 euros, c'est une montre qui est fiable, qui a une qualité
semblable à Rolex, avec des mouvements manufacture. Donc très bonne qualité et t'en as vraiment pour ton argent. Et pour l'instant, ça grimpe pas dans les prix, ce genre de montant. C'est stable, ça se revend un petit peu moins cher que le prix du neuf, mais globalement tu perds pas, t'as pas de grosses décotes. Hein. Et c'est surtout une montre qui plaît à beaucoup de personnes et qui, enfin, pour 3-4 000 euros, t'en as vraiment pour ton argent. Donc là, toi, je te dis 5-6 000, t'irais pas chercher des coups d'occasion. Alors si, alors ça dépend ce que je conseillerais d'acheter. Alors soit t'achètes des chronos des années 70, des modèles ER, Otavia, qui valent aujourd'hui 3500, 4000, 4500 euros. C'est des bons placements parce que c'est des modèles qui sont plus produits, qui ont une histoire. C'est des modèles qui étaient faits pour la course automobile à l'époque. Il y a le modèle classique, la Datejust, des années 60-70. Aujourd'hui, ces prix-là, ça vaut entre 3500 et, allez, pour être large, 5500 euros, pour une montre avec des papiers. Par exemple, c'est une référence 1601, donc le modèle classique, bracelet jubilé, modèle en 36 mm avec la lunette en or gris. Ouais. Ça, c'est un super modèle. C'est des modèles qui étaient à la mode il y a 50, 60, 70 ans, qui sont à la mode aujourd'hui. Ça sera encore à la mode dans 50 ans. Donc tu prends pas de risque. Ça, tu pourras toujours la faire réviser. C'est des modèles fiables que tu peux porter au quotidien. Et encore une fois, c'est des modèles qui valaient, je les ai connus à 1500, 1700 euros. Aujourd'hui, on va dire que ça vaut 4-5 000, tu vois, à peu près, entre 3500 et 5000 euros. Ouais. Donc tu prends pas de risque. Ce qui était le prix d'une Datejust il y a 10 ans, neuve, quoi. Ouais. Donc tu peux te dire qu'en effet, ça peut être. Ouais, non, c'est pas des modèles. Tu peux. Alors maintenant, c'est un peu à 6000 euros, tu trouves plus de Submariner. Ouais. Mais 7000, 7500, entre 7 et 8000 euros, tu peux encore trouver des Submariner des années 90, qui sont aussi des bons placements. C'est un peu comme acheter une 911, tu prends pas de risque. Ouais. Ne serait-ce qu'en termes d'image, en termes de fiabilité, je fais souvent un rapport avec les voitures, mais c'est un peu ce même, ou Mercedes, tu vois, t'as une super qualité de fabrication, c'est fiable, tu peux la porter, de janvier à décembre, en costume, en maillot de bain, tu peux te baigner avec, tu peux tout faire avec. Ouais, bon, et le jour où tu vas la revendre, quand tu l'as acheté, je dis une connerie, 7000 euros, t'achètes une Submariner, je sais pas, une référence 14060, qui est la modèle sans date des années 90, tu l'achètes 7000 euros aujourd'hui, le jour où tu veux t'en séparer, tu la vends toujours 7000 euros. Ouais. Ou 6005 à un marchand qui lui va la remettre faire une révision, faire un polissage et la revendre un peu plus cher. Mais globalement, tu prends zéro risque. Oui, on dit d'ailleurs qu'il vaut mieux la porter que la poser quand tu vas quelque part parce que tu as plus de chances de te la faire gauler quand tu la poses que de. Ouais, c'est sûr. Alors dans l'absolu, il vaut mieux porter sa montre. Ouais. Moi, tous mes clients à qui je conseille dans leur collection, j'ai en fait dans mon activité, désolé, je parle un peu de moi, mais non, j'ai le site Le Guide des montres que j'ai créé il y a un peu moins de 10 ans. J'ai créé ça en 2011. Donc ça, tu vends des montres? Non, alors ça c'est un site média qui était principalement parce que ayant travaillé chez Montre Magazine je vendais de la publicité, des couvertures de Montre Magazine, j'étais conseiller rédactionnel parce que j'avais une culture horlogère et je connaissais le marché d'une manière générale. Ça s'est avorté un peu précipitamment et je me suis dit voilà, ça j'en resterai pas là, ça sera pas dans la presse, mais j'avais ce nom, ce nickname, Le Guide des montres, et j'ai regardé sur Google, je me dis tiens, c'est dispo, j'ai acheté le nom de domaine .fr, .com avec les tirets sans tirets, etc., histoire de backer un peu ça, et je me dis un jour je ferai quelque chose, et ça, j'ai fait ce site Le Guide des montres en 2011 qui avait pour but d'être un site média horloger vu un peu à ma façon. D'accord. Pas faire de copier-coller de revues de presse avec comme ce que faisaient tous les sites de l'époque, mais faire un contenu original avec mon avis sur les montres, avec des vidéos, ce que j'ai fait, où j'ai fait intervenir Martin Solveig, Dominique Farrugia, j'ai vendu à Kavinsky, pareil, je vends régulièrement des pièces, et ils ont besoin de conseillers, mais pas ils préfèrent le faire en face-to-face avec moi parce que ils ont confiance parce que c'est pas une boutique qui essaie de leur vendre. Je les conseille aussi, je les guide dans leur choix. Donc voilà. Et en fait, ce site m'a fait connaître aux yeux du grand public. Avant, j'étais connu comme je disais, par mon réseau parisien de personnes qui achetaient, qui voulaient revendre. Mais voilà. Et je vivais pas avec ce site. Ça m'a éclaté parce que
parce que j'existais dans les petits papiers de toutes les marques, je connaissais, je visitais des manufactures, mais déjà je suis pas journaliste, j'ai pas cette formation de journaliste. J'ai toujours adoré acheter, revendre, trouver, dénicher une pièce et apprendre sur des modèles et connaître parfaitement le marché. Et voilà, et au bout d'un moment, j'ai toujours trouvé des pièces et sourcé des pièces pour des gens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, voilà, je vais arrêter le site média. Alors, le site est toujours en ligne, il existe, mais les codes sont plus à jour. Je le mets de temps en temps à jour, mais quand je fais une vidéo, je la mets à jour. Mais voilà, principalement, là, aujourd'hui, je suis sur Instagram, donc le guide des montres. Oui. J'ai un site avec mon stock qui va sortir dans pas longtemps, qui s'appelle shop.leguidesmontres.com, okay. Où je vais mettre l'ensemble de mon stock et je lance un autre site d'annonce, de petites annonces horlogères qui dans pas longtemps. Mais et je continue à faire du conseil, soit pour des marques horlogères qui se lancent et qui veulent être bien conseillés sur, je te dis une connerie, sur un détail dans le cadran, sur la grandeur, enfin le diamètre de la boîte, sur le marketing, sur le lancement de tout ça. Et donc je continue à faire du conseil, mais dans ce que j'aime bien. Et je fais également je fais du consulting pour les maisons de vente aux enchères. Et le guide des montres, du coup, alors ce qu'on suit sur Instagram, moi je peux pas te vendre des montres. Enfin, si toi tu me l'achètes éventuellement, mais tu mets pas de. Si je te dis tiens cette montre, tu t'as pas un pote qui est intéressé pour l'avoir, c'est des choses que tu fais. Si, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, je reçois, je sais pas, 30, 40 messages par jour de personnes qui me disent tiens j'ai ça à vendre, est-ce que ça t'intéresse? D'accord. Donc voilà. Donc oui, non, bien sûr. Moi je fais pas beaucoup de débit, mais j'achète des pièces qui sont belles et que je peux revendre en toute sécurité à des clients et dire voilà, je sais ce que je vends. Je vends une belle pièce qui, le jour où tu veux la revendre, je la rachèterai toujours le même prix. D'accord. Donc la personne peut la porter 2, 3 ans, 4 ans et je peux lui racheter 20% de plus au bout de 2 ans parce que la cote a évolué. D'accord. Et je reprends la pièce que je lui ai vendue, j'en revends une autre et voilà, c'est des gens que je suis depuis pas mal de temps. D'accord. Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle les CPO, tu connais ça, non? Les Certified Pre-Owned. Donc de plus en plus, nous c'est ce qu'on a fait justement avec Moser. Ils récupèrent en factory, enfin en manufacture, des montres, ce que tu appelles donc pre-owned, donc des secondes mains, qui reviennent à la manufacture, qui revisitent, qui revalident, qui réétanchéisent, etc., et puis et qui revendent avec un certificat du coup. Ouais, bah alors ça c'est bien parce que c'est fait par la marque. Ouais. Par la marque. Après, qui d'autre que la marque peut le faire? Personne. Ouais, non, c'est sûr. Donc il y a plein de sites qui se montent en faisant des certificats de conformité, etc., qui sont vus par des experts, mais c'est un plus, mais ça sera jamais la valeur des papiers d'origine et du set complet que t'as quand tu achètes une montre. Si je monte un peu dans les gammes après, je me dis, tu vois, alors là, j'arriverai plus à là où j'en suis moi, tu vois. Je vais me dire, tiens, je veux un peu monter en gamme, je voudrais peut-être en avoir plus. Je voudrais, pourquoi pas une Patek, une Audemars, etc. Une Patek, ça m'a toujours semblé totalement inabordable, mais t'en trouves quand même à des prix, enfin, c'est cher quand même, mais. Alors, il y a comme dans toutes les gammes dans toutes les marques, il y a plusieurs types il y a plusieurs gammes et plusieurs modèles et mais tu peux trouver une Patek Philippe, une Calatrava entre 10 et 15 000 euros. Donc c'est une montre très habillée, montre 3 aiguilles, heure, minute, seconde, date, assez plate, automatique. C'est souvent en or gris ou en or jaune ou or rose. Ou platine. Et les modèles l'Access Price, je crois que ça doit être dans les alors neuf chez Patek, ça doit valoir 16-17 000 euros. C'est et puis sur le marché de la seconde main, je pense que ça se vend un petit peu moins cher. À 12-13 000 euros, tu peux acheter une Patek Philippe. En ce moment, la Patek qu'on veut tous, c'est pas Nautilus, c'est la Nautilus. Ouais, c'est ça. Et ça coûte très cher. Bon. Alors ça. En fait, on marche un peu sur la tête en ce moment avec ces. Non, vraiment, je t'assure, c'est dramatique parce que il y a des gens qui arrivent dans ce milieu qui connaissent pas forcément, mais qui suivent un trend d'une manière générale et tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que les gens veulent tous une Nautilus, donc la référence 5711, qui est le modèle de la Nautilus, enfin la Nautilus qui est le modèle sport de chez Patek, bracelet acier qui était fait en 76, en réponse un peu à la Royal Oak qui était sortie en 72. D'accord. Par le même designer, Gérald Genta. Donc Gérald Genta qui a fait un coup de maître en créant la Royal Oak en 72. Patek, qui était un peu énervé avec ça, a demandé à Gérald Genta de faire une réponse à Audemars Piguet et de sortir une montre de sport identique, enfin une concurrente. Voilà, et c'est un peu les deux montres, c'est un peu les sœurs ennemies. Moi perso, je suis beaucoup plus Royal Oak
parce que c'est le dessin original et que elle a beaucoup plus de charisme, elle est beaucoup plus virile que la Nautilus, mais Nautilus ça reste Patek et voilà. Bon, concrètement le modèle Access Price de chez pour la Nautilus, c'est la Nautilus en acier qui vaut 27 000 euros neuve, donc c'est le modèle tout simple, heure, minute, seconde, date, cadran bleu, mouvement automatique, ça vaut 27 000 euros neuf, et encore ça a pris 20% parce que Patek en avait marre de voir le marché qui était débile parce que ça se vendait le double du prix. D'accord. Tu l'achètes 27 000 euros chez Patek aujourd'hui, tu sors de la boutique, tu fais 1 mètre tu passes la porte et elle vaut déjà 55 000. Parce qu'il y a une liste d'attente de ouf. Parce que t'as tellement d'attentes que ça en devient débile. Hein. Et Patek entretient un peu ça, donc c'est pas forcément très honnête avec les clients parce qu'il y a des espèces de passe-droit avec les listes d'attente. Et du coup, il y a des clients qui les achètent, qui les revendent. Et Patek ne gère pas ça. Et à côté de ça, t'as des gens qui veulent vraiment cette montre pour les 40, 45 ans qui veulent l'acheter et Patek les envoie un peu chier. Et donc finalement, de base, me coller en termes d'investissement dans une liste d'attente Patek pour acheter une... Alors, pour être transparent, aujourd'hui, si tu veux acheter une Nautilus, si t'es pas client chez Patek et que t'as pas acheté une montre pour ta femme, pour ta sœur, pour une grande complication, t'auras jamais de Nautilus chez Patek Philippe. D'accord. Donc tu peux aller chez Patek, ils vont te. Donc maintenant, super idée géniale, là tu viens de me la prouver en deux. Mais exactement, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait ils te mettront même pas sur liste d'attente. Oui. C'est-à-dire il y a une liste d'attente, ils te disent aujourd'hui quand t'as la chance d'être sur liste d'attente, ils te disent qu'il y a 9 ans d'attente. Enfin ça s'en marche la tête. Tu dépasses un dépôt en plus, j'imagine. Non, pas du tout. Ah, okay. Non, il y a des gens qui disent voilà, je vous l'achète même plus cher. Enfin t'es sur liste d'attente, on t'appelle un beau jour, on dit voilà. C'est bon, elle est là. Voilà. Venez la chercher. Si tu viens pas la chercher, ils appellent le second sur la liste. Mais c'est un peu fake et c'est un peu, c'est mal orchestré tout ça. Cette histoire de liste d'attente et ça en énerve plus d'un parce que t'as des gens de façon légitime qui veulent s'acheter une belle montre pour la garder. Et à côté de ça, Patek revend parfois des montres. Alors ils peuvent pas gérer, mais ils revendent des montres à des clients qui, moi, m'appellent en sortant de chez Patek en disant voilà. J'ai une 5711, je viens de l'acheter. Combien tu me la rachètes? J'ai vu que tel me la reprenait 55. Est-ce que tu payes 58? Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. On parle d'une montre sur laquelle tu la rachètes? Non. Okay. Non, mais j'aime pas en plus ce marché parce que c'est un marché de dupes et que aujourd'hui, c'est pas vraiment un investissement d'acheter une Nautilus le double du prix du marché. Enfin, c'est très bien de l'acheter 27 000, mais à 55 000, enfin, c'est le prix, c'est un prix arrivé, c'est le prix que ça vaudra pas 100 000. Enfin, après, on peut toujours imaginer que la montre s'arrête. Effectivement, elle peut monter à 70, 80, 80 000. Mais ça fluctue vachement. Il y a suivant le marché, ça peut monter, ça peut descendre. J'ai l'impression que, alors parce qu'on parle de ces 3 marques, mais il y a quand même aussi là tu parles dans ces marques, certains modèles. Il y a quand même des modèles phares où il y en a, c'est des valeurs sûres et il y en a qui partent en live total. On a évoqué depuis tout à l'heure pour ceux qui connaissent ou qui regardent sur Internet en même temps. Par exemple, la Pepsi, elle s'est envolée de manière hallucinante chez Rolex, alors que tu prends une de Oyster Perpetual Datejust, par exemple. Oui, elle aura pris 25% en 3 ans probablement ou 4 ans parce que moi j'ai vécu ça, je l'ai vu. Mais pas 100%, quoi. Donc il faut non seulement un peu s'y connaître en marque, sur quelle marque je vais, mais aussi quand même dedans pas acheter n'importe quoi si je parle d'investissement. Quand t'achètes Rolex, tu fais quoi qu'il se passe, tu fais jamais n'importe quoi. Ouais. Mais il y en a de lesquels tu fais beaucoup plus. Il y en a des potes qui font x2 avec leur. Bien sûr, ouais, mais c'est le cas de ce dont je parlais tout à l'heure quand je te parlais de la Nautilus à 27 000 qui vaut le double. C'est valable pour toutes les Nautilus, c'est valable pour les Aquanautes, toutes les montres sportives. Aujourd'hui, les gens sont plus en costume cravate, donc les gens veulent des montres sportives qui vont avec leur look. Et le look aujourd'hui, c'est casual, c'est les sneakers, c'est tu vois ce qui se passe avec les Jordan sur les Jordan qui valent 200 €, des Off-White ou enfin ça se revend 1500, 2000 €. Je parle pas des Dior qui en valent beaucoup plus. Moi, je trouve que ce marché est un peu inquiétant parce que enfin, voilà, tu vois, Nike en vendant une paire de Jordan à 200 €, ils font des marges colossales. Oui. Donc, enfin, moi perso, je suis pas client d'acheter ce genre de Jordan à 2000 €, enfin 10 fois le prix de ce que ça vaut. Pour les montres, merde pour Gégère Lecoultre, Reverso, tout ça, les montres hyper classiques. Et tout ça a pas forcément la cote. Ouais. Après, c'est des très belles montres et c'est un super horloger. Mais alors, ce qui est marrant, ce qui est paradoxal, c'est que les 3 marques qui cartonnent sont des marques indépendantes. C'est-à-dire que Rolex n'appartient à
appartient à Rolex, Patek appartient à la famille Stern. Ouais. Et Audemars Piguet appartient à la famille, ça appartient à la famille, plus il y a quelques investisseurs, mais voilà, ça fait pas partie de groupe. Et bizarrement, toutes les marques comme le groupe Richemont, comme Panerai, Jaeger-LeCoultre, Roger Dubuis, toutes ces marques ne connaissent pas autant d'intérêt que ces trois marques qui sont indépendantes. C'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est le marché est concentré quand même sur ces trois marques. Alors après, t'as Richard Mille qui se revend aussi plus cher sur certaines pièces, mais c'est une production qui est beaucoup moins importante. Je sais pas, je crois qu'il complètement là pour le tout. Ça peut être des prix stratosphériques. Il y a Richard Mille a fait une collab avec Boeing. C'est une montre, je crois, qui vaut 1,2 million. Et il y a des Richard Mille accessibles. Ça dépend ce que c'est qu'accessible, mais c'est plus de 50 000 euros, non? Ouais. Je crois que la RM 69, je crois, vaut 90 ou 100 000 euros, qui est le modèle simple, hyper plat, qui est une super belle pièce, mais comme tu as répondu à ma question, non. Ouais. Non. Mais voilà. Après, tu vois, si je veux recentrer un peu ça sur l'investissement, aujourd'hui, enfin, on parle des montres neuves. Pour moi, ça n'a pas de sens d'acheter une GMT Master 15, 16, 17 000, 18 000 euros, alors qu'elle en vaut 9 000 euros en prix neuf, prix boutique. C'est pas une montre rare, c'est une montre qui est en production. Enfin, la valeur, le potentiel de prise de valeur quand tu achètes une GMT Master Pepsi dont tu parles, qui est sur bracelet jubilé à 18 000 euros. Enfin, faut être conscient que tu la payes quand même quasiment 10 000 euros de plus que le prix boutique, ou là où Rolex gagne de l'argent. Enfin, tu vois, c'est. Donc, un des bons conseils, c'est finalement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les Nautilus ou la GMT Master, c'est regarde le prix du neuf et évite de le payer quand même plus cher d'occasion. En fait, c'est pas ça. C'est en fait chacun fait ce qu'il veut. C'est toujours pareil. Après, sachant que quand tu te casses le nez sur 3 boutiques dans Paris, tu dis voilà, je veux une Daytona par exemple. La Daytona, elle vaut 12 000 euros. Elle était à 11 350, elle est passée à 12 000. Une Daytona céramique, cadran blanc. Voilà. Tu veux acheter cette montre, tu peux faire toutes les boutiques de Paris. On va te répondre la même chose. C'est une liste d'attente. Je suis désolé, monsieur, vous êtes. Enfin, si t'es un bon client et que t'achètes, je sais pas, 10 montres dans la boutique, Jaeger compris, etc. Le jour où tu en veux une, peut-être que tu vas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais quand personne te connaît et que tu arrives, tu dis voilà, je veux acheter une montre, une Daytona à 12 000 euros, sachant que tu la revends entre 21 et 24 000 euros sur le second marché. Dans l'immédiat, enfin, tu te rends compte, 10 000 euros de marge. Et ça, c'est même plus c'est-à-dire que tu gagnes plus que le distributeur. Donc, quand je dis qu'on marche sur la tête, c'est qu'aujourd'hui, le marché des montres, en tout cas des montres modernes, je le trouve complètement débile. Après, donc les gens qui achètent ça, faut bien qu'ils comprennent un truc, c'est qu'ils font pas d'investissement en achetant une Daytona 23 qu'à 24 000 euros, parce que voilà, ça se revend toujours à peu près le même prix, mais c'est extraordinaire, c'est génial quand tu achètes 12 000 parce que tu sais que demain tu veux la revendre, tu claques des doigts et tu la revends 10 000 euros de plus. Mais aujourd'hui, voilà, t'as ce marché des montres modernes qui, pour moi, c'est un marché que je trouve très spécial, mais qui est identique avec les bons de commande des 911 R à l'époque où tu faisais une commande, la 911 R, elle valait, je sais pas, 200 000, tu revendais le bon de commande 50 000 euros. C'était comme dans les années 90 avec les Testarossa. Les mecs revendaient leur bon de commande, tu vois. Et aujourd'hui, ces voitures valent encore plus. Alors, pas forcément. Tu vois, une Testarossa, elles ont vécu des heures pas forcément glorieuses dans les, je sais pas, il y a 2008-2009, t'as acheté une Testarossa pour 35-40 000 euros. Aujourd'hui, ça en vaut entre 80, mais c'est monté à 150 au moment où tout le monde s'excitait il y a 3-4 ans, et que les Testarossa valaient 150 000 euros, et que tous les investisseurs disaient voilà, c'est une valeur de refuge. J'achète des Testarossa, une Diablo, une BB 512. Donc finalement, ces marchés, ce que tu me dis là, c'est vraiment quand même des marchés d'experts, parce que, alors, ça veut pas dire que je peux pas y aller en parlant avec toi, en allant voir. Je te parlais d'Olivine, mais chacun son guide, advisor, son guide exactement, et voilà, ou alors en devenant soi-même expert, en travaillant à fond tout ça. Moi, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je voulais voir ça avec toi, c'est que j'ai tous mes potes qui sont là-dedans, ils ont quand même toujours leur guide en effet. Que ce soit chez Chrono 24, que ce soit chez un marchand à Londres, que ce soit voilà. Et donc du coup, on est d'accord que tu peux quand même te gamer les big time, quoi. Sur les montres, il y a quand même peu de chance. Le marché, alors je finis avec ça. Le marché des voitures a explosé et a fait une énorme chute
il y a 4 ans, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas accumuler, enfin, si tu peux, mais 15 voitures, c'est 15 places de parking. On est en 2020, assurances. donc ouais, on parle de 2017. Ouais, c'était en 2000, ouais, ça a commencé à se casser la gueule, 2017, 2018. Ouais. Mais parce que beaucoup d'investisseurs n'étaient pas passionnés et ils accumulaient plein de voitures parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est en train de prendre, j'ai loupé le coche, j'ai acheté une connerie, une Tesla à 35 000 euros, aujourd'hui ça en vaut 80, ça en vaudra peut-être 200 dans pas longtemps, j'achète tout de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, tu peux pas les accumuler parce que t'as 15 places de parking, 15 assurances, 15 révisions. Sur une Tesla Rossa, tu fais une révision, ça peut te coûter 20, 30 000 euros, t'as pas de limite. Sur une montre, tout est budgétisé, c'est tarifé, voilà, tu fais une révision sur ta Rolex, ça va te coûter 250 euros, tu vois. Ouais. Donc tu peux en avoir 50 dans ton coffre. Ouais. Tu peux en mettre 50, tu mets dans des marmottes, tu roules. Un peu, mais ça a rien à voir avec en entretien, non, pas tant que ça finalement. Mais moi, ce que je conseille à mes clients, en tout cas, c'est aujourd'hui, c'est d'acheter des montres vintage parce que c'est des montres qui sont hors production. Donc tu sais combien il y en a sur le marché. Contrairement à des montres qui sont en production aujourd'hui que tu as payé. Vintage, ce que tu appelles vintage, c'est des montres qu'on ne produit plus. Alors, montres vintage, c'est des montres, c'est des montres des années, on va dire, 40 jusqu'aux années 80, 90. On va dire que à partir des années 90, on peut appeler ça néo-vintage si on veut. Bon, après, mais voilà, jusqu'aux années 80, c'est des montres vintage. C'est des montres qu'on déverre en plexi. C'est des montres évidemment qui sont hors production, qui ont une période de production qui peut être 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais qui sont plus rares parce qu'elles sont plus sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a eu tellement de personnes qui ont acheté des montres, des investisseurs, des collectionneurs, des gens qui ont été conseillés, qu'il y a plein de gens qui ont des pièces magnifiques dans leur collection, mais qui ne ressortiront jamais de cette collection. Je te parle par exemple des Asiatiques qui ont acheté les plus belles Daytona. C'est des montres qui sont dans des coffres, c'est des mecs qui sont milliardaires. C'est des montres qui ne réapparaîtront jamais sur le marché. C'est des montres qui ont été achetées à l'époque 200 000, qui se vendent encore sur des ventes aux enchères. Je sais pas, il y a des exemples de Daytona Paul Newman qui ont été vendus 700, 800 000. Mais les gens n'ont pas besoin d'argent, donc c'est des. Donc aujourd'hui, la raréfication de ces montres-là vintage font que c'est un bon investissement. On les trouve où ? On les trouve alors chez des marchands spécialisés. Encore une fois, faut pas se planter de personnes chez qui t'achètent ça. Parce que t'as beaucoup de personnes qui s'improvisent marchands, qui font ça depuis 2-3 ans, mais qui ont pas forcément les compétences et le recul nécessaire pour acheter certaines pièces, qui achètent des pièces où les gens te disent voilà, cette montre n'a jamais été polie, ce qui est faux, qui avance pas mal de choses pour faire comme tout le monde, mais finalement voilà, il faut quand même être acheté à une personne de confiance qui sait bien te conseiller, qui a suffisamment de background pour pouvoir te dire voilà l'évolution de la montre et qui achète des montres. Enfin, tu vois, j'ai une montre que j'aime beaucoup, une phrase que j'aime beaucoup qui est de Michel Audiard dans les Tontons Flingueurs. C'est le prix s'oublie, la qualité reste. C'est une phrase que j'aime beaucoup dans les montres vintage parce qu'il faut pas hésiter à acheter une belle pièce et mettre le prix. Parce que je cherche mes mots, mais tu prends jamais de risque parce que tu auras toujours une très belle pièce. Tu l'achètes cher aujourd'hui, mais peut-être que demain elle en vaudra 2 fois plus. Ouais. Plutôt que de faire une économie, de se dire bon, elle est pas chère, mais j'achète quand même parce que c'est une Rolex Daytona, mais elle est pas chère, mais le cadran est taché, mais ça sera toujours un cadran taché qui vaudra toujours, le prix n'évoluera pas. Donc faut pas oublier ça d'acheter des belles pièces. Ce que je conseille aujourd'hui, c'est acheter des pièces vintage parce que c'est des pièces qui sont plus rares, parce que c'est en dehors de la frénésie de certaines de ces. Alors non, parce que le vintage c'est très à la mode aussi. Tout le monde veut des montres vintage. C'est juste que t'as un peu moins de faux. C'est un peu plus pointu, donc ça s'adresse à des personnes qui sont un peu plus aguerries, qui connaissent un peu plus leur sujet que la personne qui achète une Daytona sur le bon coin 17 000 en disant je fais une super affaire, j'achète 5 000 euros de moins. C'est des cas dont je te parle qui sont vrais, qui sont arrivés. La Dayto sur le bon coin, la vache. Ouais. Et des gens qui ont fait ça et qui sont pris 5 000 euros, qui se sont dit voilà, j'économise 5 000 euros, j'achète pas le prix fort à un marchand. Et au final, il s'aperçoit que la montre est fausse. Oui. Donc t'as dépensé 17 000 euros dans le vent. Donc quand tu connais pas forcément, ce que je conseille, c'est de pas être en roue libre et te dire non, je vais essayer de faire mieux que les autres et de connaître. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas si facile que ça. Ouais. Je serais pas à l'aise de vendre ni d'acheter une montre comme ça sur le bon coin, en effet, quoi. J'ai tous les jours, j'ai des histoires, ça serait trop loin de raconter, mais des histoires de personnes qui ont vendu des montres sur le bon coin, faux chèques de banque, arnaque, des mecs qui sont fait tabasser, qui sont fait défigurer. Ouais, en se disant, tu vois, plutôt que de vendre une montre 14 000 à un marchand, je vais essayer de la vendre 15 500 sur le bon coin.
Et au final, qui ont perdu toute la montre, qui se sont fait attaquer, qui ont des séquelles, ça les a marqués. Tu vois, on est dans un phénomène en ce moment de société. Les montres sont très à la mode. Et ça, c'est un phénomène qui a 4-5 ans. Enfin, quand je te dis 4-5 ans, c'est par une large partie de la population. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse aux montres, de manière générale, de par les réseaux sociaux, Instagram, les photos, les gens qui partagent ça. Et forcément, ça donne des idées aux gens. Donc, du coup, il n'y a pas une bulle spéculative? C'est possible. Alors moi, tu parles de bulle, moi j'ai pas de boule de cristal pour savoir de quoi demain sera fait. J'ai tendance à croire que c'est un bel objet qui perd pas de valeur et qui a l'avantage d'être petit. Tu peux le stocker, tu peux. Ça, puis tu dis, moi, enfin, je repense à mes histoires tu vois, pour boucler la boucle, hein, mais de crise financière, etc. Là, on est dans ces périodes de Covid, de machin. Tu te dis finalement, valeur refuge. Comme tu le dis, j'avais pas réalisé le fait que par rapport à une voiture, il n'y a pas d'histoire de kilométrique, d'usure aussi intense. Mais même etc. par rapport à l'art, ouais. C'est-à-dire que tu achètes une œuvre d'art, t'as 4 murs ici, donc tu peux pas mettre plus de 4 toiles. Ouais. Une montre, tu peux avoir, je dis une connerie, tu peux avoir 150 montres. Ouais. Tu prends un petit coffre à la banque qui fait la taille d'une boîte de chaussures, tu les ranges toutes, tu peux les faire assurer. Alors il faut les faire assurer, les faire expertiser, idéalement. Et alors ce que je conseille, parce que c'est un fléau en ce moment le vol de montres, faut éviter déjà de se balader avec les montres visibles dans la rue. Donc si possible avoir un pull, une chemise pour la cacher, parce qu'il y a plein de gens qui se font arracher des montres dans la rue, c'est un vrai fléau. Donc tous mes clients, je leur conseille d'être le plus discret possible. Tu vois. T'es assuré là-dessus normalement, plus ou moins. Ouais. Non, alors t'es pas assuré, tu peux t'assurer. D'accord. La différence avec les voitures, c'est que t'as aucune obligation de t'assurer. Mais donc c'est pas compris dans ton assurance de. Non. Alors t'as sûrement, en suivant les assurances d'habitation, tu peux avoir, mais t'as des plafonds. Donc idéalement, il faut avoir quand même une facture et se faire assurer par un organisme. Je crois qu'il y a Hiscox qui fait des assurances de montres. Super, c'est un de mes sponsors en plus, Hiscox. C'est vrai. Tu vois. Bon, tu vois, je l'ai pas fait exprès, on s'est pas concerté avant. Tu vois, tu leur diras. Mais ils font j'ai plein de clients qui ont des collections à plus de 1 million, 1,5 million d'euros. Et qui sont assurés justement. Donc l'idée. Alors pour ça, il faut prendre des photos, c'est ce qu'on m'a dit, des photos de tes montres avec toi, datées plus ou moins, etc. Alors il faire des photos, faut avoir une facture d'achat et si possible une expertise de façon régulière parce que le marché évolue, tu vois. Ouais. Okay. Par exemple, je te donne l'exemple d'une Daytona. Des années 90, donc la 16-520 avec le calibre Zénith, donc la El Primero qu'il y a dans ta Dior qui a été faite à l'époque. C'est une montre qui valait en 2010, ça valait 7-8 000 euros. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, ça en vaut 25. Donc en l'espace de 10 ans. Pas con. Enfin, ça vaut 25. Ça peut valoir. Je te parle d'un modèle classique, mais un modèle de 95. Je rentre un peu dans les détails, mais une série W. Cadran noir avec les compteurs patinés qu'on appelle Patrezzi, donc les compteurs des chronos qui deviennent un peu couleur marron. Patrezzi, pas comme Patrese le non. le pilote. Non, comme Osvaldo Patrezzi, qui est la personne qui a il est en train de rentrer dans popularisé l'ultra technique là. Ouais, ça fait un peu geek, désolé. Mais voilà, cette montre par exemple, cette Daytona 16520 calibre Zénith. Cette montre valait 7-8 000 euros dans les années 2010 et aujourd'hui une Patrezzi peut en valoir aujourd'hui 40, 45, 50 000 euros. Donc c'est très bien de se faire rembourser le prix que tu l'as acheté 7 000 euros en 2010, mais quand elle en vaut 50, pas con. Ouais. Voilà, donc il faut ce qu'on conseille aux gens, c'est de vraiment se renseigner avec les assurances. Alors aujourd'hui le maître mot, c'est d'être ultra prudent. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, qui portent des montres, il faut pas arrêter de porter des montres chères. Tu peux te porter une montre à 50, 100 000 euros au poignet, mais il faut être discret. Alors, tu sais, il y a ce proverbe qui dit voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. C'est à la période actuelle, il y a un tel écart entre les personnes qui gagnent beaucoup d'argent et ceux qui galèrent et qui ont pas de quoi manger. Et du coup, il faut, et c'est clair qu'il faut pas oublier, là, on parle de toutes ces choses-là, d'objets à 25 000 euros, c'est ce que vont gagner beaucoup de gens dans une année, hein. Donc, c'est que 25 000 euros, bien sûr. Non, mais ne serait-ce que 5 000 euros, c'est 30 000 euros d'époque. Mais c'est ça. C'est énormément d'argent. On se rend pas compte aujourd'hui. C'est là où aussi, je crois que je me rends compte, mais c'est là où aussi faut rentrer petit à petit dans tout ça. Si je dois résumer, parce que je vais devoir boucler, pour respecter mon. On est à combien de temps, là? On est à 1 heure, tu vois, déjà, donc, presque. Ça peut durer des heures. Exactement. On rentre plus tôt
dans du marché d'occasion, sauf si on a l'opportunité d'avoir justement un ticket gagnant pour la Royal Oak, la Nautilus et des marques, des montres que tout le monde veut, sur lesquelles il y a des listes d'attente de ouf. Là, peut-être que si vous avez ce ticket, vous appelez Greg et puis on en parle. Mais sinon, on va plutôt chercher des vintage, comme tu le dis, potentiellement des séries arrêtées. Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet en principal. Éventuellement, il y a du Richard Mille, il y a quelques autres marques très très pointues. Richard Mille, c'est plus une montre il y a pas cette notion de collection. D'accord. Voilà, c'est de kiffer. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que alors là aujourd'hui, s'il fallait vraiment investir dans une montre, je prêche pour ma paroi parce que c'est une montre qui me tient à cœur et que j'aime depuis tout le temps, c'est la Royal Oak. Ouais. La Royal Oak, elle a été créée en 72. Moi, j'adore la Royal Oak. Pour moi, c'est la plus belle montre au monde. Bien sûr, avec plaisir. Mais j'en ai en stock si jamais. Ouais, appelez-le, faites-lui plein de messages, comme ça il va me faire un super prix. Okay, il vous fera des super prix. Alors la Royal Oak, pourquoi? Parce que 72 date de création, en 2022, ça va faire 50 ans que cette montre existe, qui est une des montres de luxe les plus emblématiques au monde. Il faut pas oublier, et les maîtres mots dans l'achat de la montre, c'est la qualité et la rareté. Il faut pas hésiter à acheter une belle montre et la surpayer parce que elle sera toujours belle, tu vois. Ça y est, il est en train de négocier. et d'acheter une montre, plus la montre est rare, plus elle a un potentiel de prendre de la valeur, des séries spéciales, des séries limitées. Tu as en stock, par exemple, j'ai une Royal Oak qui a été faite pour le Tour Auto en 2007 ou 2008. Ouais. Il y a eu 50 pièces qui ont été faites. Donc Royal Oak Kasparov, chronographe. 50 pièces, j'ai le numéro 50 sur 50. Okay. Alors, typiquement, ça c'est une pièce qui peut être intéressante à vendre. C'est une pièce que j'ai achetée, que je garde un peu, parce que j'aime bien sentir un peu et me dire voilà, je vends quand je pense que c'est le bon moment, mais il y a des pièces c'est comme un fruit qui est pas assez mûr, qu'il faut garder et se dire voilà, c'est pas le bon moment de vendre certaines pièces. Ok, on les assure, on n'oublie pas de les assurer. Si on en a beaucoup, on les met dans un coffre à la banque plutôt que chez soi. C'est vrai, j'en ai pas parlé de ça. Ne laissez pas vos montres chez vous. Ouais. Parce que tous les jours, j'ai encore un client qui s'est fait cambrioler dans le 16e, qui a une terrasse, et il s'est fait cambrioler pour, je sais pas, 380 000 € de pièces. On a fait le détail. C'est dans un coffre. Les mecs sont partis avec le coffre. On appelle ça des montes en l'air. Les mecs, ils montent les immeubles, et puis une vitre ouverte, n'importe quoi, ils rentrent. Donc il faut, voilà, vous avez une montre, vous la gardez. Vous portez la montre, vous gardez la montre que vous portez, et puis le reste est à la banque dans un coffre qui est assuré au passage. La banque est assurée, donc il faut avoir des preuves et des justificatifs, mais ton coffre à la banque est assuré, et il faut éviter d'avoir de marcher dans la rue avec une montre en une or rose, un Daytona en or rose par exemple, en manche courte. C'est un peu. On en avait parlé dans cet épisode sur les lingots d'or aussi, que je recommande, dans les mêmes, pas l'univers, mais voilà, c'est plus une matière première là pour les montres, mais je recommande aussi tout à l'heure sur l'art, mais si vous les avez pas écoutés, écoutez-les. Mais en effet, il est très bien ton podcast sur l'art d'ailleurs. C'est sympa, merci. Et Arnaud, on t'embrasse si t'es venu nous écouter. Et sur les coffres, pardon, je perds le fil, les coffres pour les lingots et pour les montres, il faut que ce soit des coffres, si jamais vous en mettez chez vous, des coffres qui sont montés par des grues et des trucs qui pèsent une tonne, enfin qu'on peut pas embarquer comme ça, parce que sinon, et scellés, voilà, sinon c'est même pas la peine. Faut oublier les coffres à 200 balles sur Amazon, quoi. Alors, j'ai fait un peu l'avocat du diable, mais il y a un autre problème, c'est que tu peux avoir un coffre qui fait 4 tonnes 5 et scellé avec des vis béton qui résistent à 1 tonne chaque vis. Avec une porte qui fait, je sais pas, 50 cm d'épaisseur. Si des gens viennent chez toi en pleine nuit, qui disent d'ouvrir le coffre, tu l'ouvres le coffre. Oui, bien sûr. Donc sûr, ouais. voilà. Donc idéalement, ne pas avoir de montre chez soi. D'accord. C'est plus chiant pour les porter. Mais... C'est en même temps, tu vas à la banque, tu descends, t'as une salle de coffre, tout est sécurisé. Tu vas à la banque, tu changes de montre et puis voilà. Il restera une utilité aux banques traditionnelles. Et puis ça évite de donner des mauvaises idées aux gens. C'est un peu. On vit dans un monde où il faut quand même être prudent. Ouais. La prudence, c'est que ça reste quand même le meilleur moyen de pas t'attirer d'emmerde. Donc mine de rien. Bon, et toi alors, mon cher Greg, si je dois te demander ta martingale à toi, peut-être en dehors des montres, ce serait quoi ton truc où tu te dis tiens là-dessus j'investis, j'y vais, ou un conseil que tu donneras à ta mère, je sais pas, tu vois. Alors, mes parents, je leur fais acheter des montres. Donc. Voilà. D'accord. Mon père, je lui fais acheter des montres. Et puis, moi, je suis passionné de voiture. Donc,
c'est en aucun cas un business, et d'ailleurs la plupart du temps je perds de l'argent. D'accord. Enfin je perds de l'argent, voilà, c'est compliqué de de retomber sur ses pattes. Parce que tu peux jamais te projeter quand tu vas chez un garagiste et que tu dis voilà, il y a un bruit, il y a ça, tu peux me révéler ça, il y a le joint que de soupape parce que la voiture elle fume, etc. Il ouvre le moteur, il y a les pistons à refaire, n'importe quoi, t'en as pour 6 000 €. Ah, mais moi j'adore parce que c'est un objet qui vit, tu rentres dedans, t'as des sensations, ça éveille beaucoup de sens, l'odeur, la sensation, la vue, enfin pas mal de choses. Les montres, l'avantage, contrairement à l'art, c'est que demain, voilà, on t'en parlait au début du podcast, c'est que quand t'as une Rolex, tu peux être à Jakarta, tu peux être à Kuala Lumpur, New York, Miami, n'importe où. Quand t'as besoin d'argent, tu vas chez n'importe qui, le mec te la rachète, la Rolex. Donc tu peux récupérer de l'argent. Ce qui est génial avec les montres, désolé, je t'avais dit que j'étais bavard, je t'avais prévenu. Mais ce qui est génial avec les montres, c'est demain, il y a un coup dur. Je fais un peu le scénario catastrophe. Mais tu pars avec une valise, un sac, tu peux prendre toutes tes montres. Ouais. Tu prends pas ton mobilier. Tu prends tes bitcoins. Non, mais pour ça, c'est ce qu'on disait sur les lingots. C'est compliqué de rouler ta toile que t'as acheté 30 000 €, ton John 1, enfin voilà, peu importe. C'est ce qu'on disait sur les lingots. Hein. C'est tout petit un lingot d'or aussi. Les lingots, c'est lourd. Mais c'est lourd. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de toutes ces valeurs sur lesquelles tu te dis si demain tout part en vrille, il y a quelque chose. Voilà. Mais si demain il y a un coup dur et qu'il y a un scénario catastrophe, effectivement, tu peux avoir dans une marmotte, c'est les petites les ranges montres, un rangement de montres où tu peux mettre 5-6 montres, tu peux en avoir pour 2 millions sur 6 montres, hein, par exemple. Et tu le roules, tu mets dans ta poche, tu pars, et voilà. Donc tu peux pas tu pars pas avec tes toiles, tu pars pas avec ta voiture. 2 millions sur 6 montres. Écoute, je vais. Enfin, ça peut être sur une montre aussi, tu me diras. Hein. Et ça peut être la moitié d'une aussi. Donc ça dépend encore de quel côté tu te places, mais ça reste le truc du moment. C'est vrai que comme c'est un marché jeune, c'est un marché qui est en plein essor et qui intéresse de plus en plus de gens tous les jours. Dernier truc, j'ai un de mes potes, Tristan, que j'embrasse, s'il écoute ce podcast jusqu'au bout. Tu nous as fait Michel Drucker. Tristan, s'il nous regarde. S'il nous regarde. Il est sur Chrono 24, sur quoi tu peux mettre ton prix d'achat de montre et ta cote, et comme ça tu vois ton spread. C'est un peu comme la bourse, en fait. Ouais, c'est ça. C'est Chrono 24. C'est Chrono 24, c'est trop Chrono 24, c'est la place de marché internationale qui permet en un clic de connaître à peu près la valeur de la montre. Trop bien. Bon, bah, voilà. On a... Je dis à peu près parce que ça peut, t'as des montres des montres qui peuvent être à 10 000 comme à 20 000 et tu vois pas forcément la différence. Donc, le maître mot, encore une fois, c'est d'être surtout bien conseillé, d'avoir une personne qui te guide, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je veux dire, mais une personne qui soit fiable sur les investissements qu'il faut faire pour pas se tromper et surtout acheter des belles pièces, parce que tu peux acheter une pièce tu dis j'ai fait une super affaire, et une personne qui a pas vu voilà, le cadran est repeint, il y a un index qui a été décollé, le mouvement est pas d'origine, le bracelet a été changé, aftermarket, t'as 10 000 possibilités d'acheter les garagistes appellent ça des saucisses. T'as 10 000 possibilités d'acheter une montre vraiment où tu t'es fait avoir, quoi. Bon, bah, on évite ça. On va pas rester sur Somoevo. On va voir Greg. Alors, du coup, voilà, des montres, des offres. Pas moi ou des autres. Il y a j'ai plein de copains marchands également à Paris qui sont très fiables et à qui il y a aucun problème. Eh ben, écoute, je te demande tes bonnes adresses, mais bon, autant rester avec toi. À plus, Greg, merci pour Merci, Mathieu. Ouais, donc, je t'en prie, c'est bon. Je t'ai mis 1h30 dans la vue quand même. On suit Greg donc sur le guide des montres. Voilà. Greg Blumenfeld sur Instagram, le guide des montres. Donc sur Instagram, sur LinkedIn un peu. Non, pas trop. Non, va falloir t'y mettre. Non, j'y suis, mais tu postes pas. Non. Je faisais à l'époque LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Non, principalement Instagram, c'est le réseau social qui est le plus adapté. Ouais, t'as raison. Et puis j'ai mon site marchand qui sort dans pas longtemps, et j'ai un autre site qui va s'appeler Watch Annonce, qui sort là dans les semaines à venir. Okay. Un site de petites annonces justement où je vais administrer, je vais pouvoir vérifier les montres qui sont mises en ligne, de façon à essayer de faire un peu le tri entre les montres vraies, les fausses, etc. Plein de beaux projets. On suit ça de près. Merci Greg. À toi, Mathieu. À plus. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes,
de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.